That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrirez cette nouvelle vidéo. Bonjour Jules Melon, qu'est-ce que tu fous là? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ça va, ça va, oui, ça va, j'ai la fibre, ça y est, j'ai enfin je suis pas à la campagne, je suis à Paris, donc pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre Micro-C depuis 3 semaines, c'est une nouvelle extraordinaire. donc oui, je vais bien, et puis d'autant plus que tu as accepté avec beaucoup de générosité il y a quelques jours de cela cette proposition de venir ici et de discuter autour d'un cinéaste, et on va parler aujourd'hui de Xavier Dolan. Et je sais que, enfin, pour ma part, c'était vraiment une idée que j'avais depuis très très longtemps. Et comme je sais que c'est pas un cinéaste, enfin c'est un cinéaste dont tu es assez sensible, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et donc je suis très content que tu sois là, depuis qu'on avait fait croquer. Mais là, on va vraiment parler entre tous les deux de cinéma, de l'intériorité des films, tranquillement, une conversation très simple. Je suis un peu animateur, certes, mais je vais quand même essayer de proposer des choses, et puis on va discuter comme on a l'habitude de faire, comme on peut chez des confrères, par exemple. Donc, je suis très content. Mais je vais quand même te demander comment vas-tu, déjà, avant? Écoute, ça va. Hein, là, c'est un week-end un peu prolongé, puisque je ne travaille pas les lundis. On enregistre ça un lundi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça va. Et puis, je suis content de parler de Xavier Dolan, qui est un réalisateur qui marquera à terme, je pense, l'histoire du cinéma. Il ne fait que commencer à le faire. Ouais. Et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Enfin, il y a 2 ans, avec Ma vie avec John F. Donovan. Et puis depuis, bah voilà, hein, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il fait. Et ses films sont très touchants, marquants, sur plein de points d'ailleurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir du coup. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que tu en avais déjà entendu parler avant de regarder le Donovan, mais... Comme ça, j'ai des réalisateurs encore aujourd'hui où j'attends un peu. Je me dis, j'attends le bon moment pour me lancer. Souvent la sortie d'un film ou l'envie de voir un de leurs chefs-d'œuvre. Enfin, ça, c'est encore un débat parce que. Et Xavier Dolan, ça fait un moment que j'en avais entendu parler. Je crois que j'en ai entendu parler pour Mommy, qui avait révolutionné pas mal de choses chez les gens. Et je me suis dit, celui-là, je le garderai un jour. Et puis finalement, j'ai vu qu'il sortait 2 films la même année. Le premier, c'était en mars, je crois, 2019. Et je me suis dit, bah voilà, l'occasion de découvrir. Et j'ai découvert comme ça, sans avoir vu d'autres films, avec Ma vie avec John F. Donovan. Et c'est assez particulier parce que je sais que des gens aiment bien regarder un petit peu ce qu'ils ont fait, ce que certains réalisateurs ont fait avant et tout, avant de découvrir un film. Mais moi, des fois, j'aime bien aussi découvrir avec un réalisateur avec une nouveauté. Voilà, ça dépend. Et ensuite, comment ça s'est passé? Tu as voulu tout de suite découvrir ses précédents films? Ah, pas de suite. J'ai attendu Mathias et Maxime et après, là, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné, sauf récemment où j'ai enfin vu son premier. Oui. J'ai tué ma mère et Tom à l'affaire. Voilà. C'est vrai que ces deux-là, je me les étais. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que. J'espère qu'ils m'attiraient moins, mais on en parlait moins, peut-être. Puis je me suis dit, de toute façon, il fallait que je les voie. Là, j'avais envie sur ces prochains mois de les voir. Et puis quand tu m'en as parlé en privé, je me suis dit, bah tiens, là, c'est l'occasion. Et du coup, j'ai foncé et fini sa filmographie. Et j'ai pas forcément fini par les plus moches, d'ailleurs. C'est ça qui est bien aussi. C'est que ça serait très difficile de classer ces films, de toute façon. Oui, je pense pas qu'on va jouer à ça aujourd'hui, mais c'est marrant quand même que tu aies pu commencer par la fin. Oui. Moi, je l'ai suivi en fait. J'ai accompagné dans leur chronologique. J'ai tué ma mère quand il est arrivé en 2009 à Cannes, et puis voilà. Et puis au début, ça a été pour moi comment dire, je détestais en fait les films de Xavier Dolan. Je les détestais, mais je l'ai rejeté violemment, c'était très dur. Je ne comprenais pas d'ailleurs parfois cette sensation qu'on peut avoir vis-à-vis d'un film, cette détestation assez incroyable. Et je sais que jusqu'à Tom à la ferme, où là, ça m'a réconcilié avec son cinéma, et puis plus je l'ai suivi après jusqu'à Mathias et Maxime. Et je trouve ces films finalement toujours aussi intéressants. Et j'ai revu donc les 3 premiers. J'ai tué ma mère, Les Amours imaginaires. Je pense peut-être que Les Amours imaginaires est peut-être le film avec lequel j'ai encore du mal aujourd'hui.
et puis Lawrence Anyways qui devait être fait avant, enfin qui devait être son second film et qui pour des soucis financiers il n'a pas pu aller jusqu'au bout, en tout cas à cette époque-là, et donc je continuais encore à vouloir les voir ces films, même si j'étais constamment dans un rejet total de ce qu'il faisait, de sa manière de regarder le monde aussi, de comment il le questionnait. Je trouvais qu'il finalement, je trouvais peut-être injustement qu'il taquinait le monde, qu'il s'en moquait finalement, et ça m'énervait un peu. Je pense que je n'avais pas forcément compris grand-chose, mais c'est vraiment avec Tom à la ferme où là j'ai vu un cinéaste que je n'avais peut-être pas pu voir ou su voir, je sais pas, mais c'était vraiment quelque chose de très intéressant, Tom à la ferme. Et encore, et pour préparer cette émission, je l'ai revu et je le trouve toujours aussi fascinant. Donc voilà, moi j'ai eu j'ai eu une situation très inconfortable avec Dolan quand j'ai commencé à le regarder, et finalement je trouve qu'effectivement aujourd'hui ça reste un cinéaste. À chaque fois qu'il donne de ses nouvelles, entre parenthèses, tu te dis bon, il va raconter une histoire extrêmement simple, mais vraiment très très simple l'histoire. Ouais. Mais comment il va la raconter? Et ça c'est ça qui peut être aussi fascinant. En plus, c'est quelqu'un qui a tendance, en plus c'est un cinéphile assez enfin, il bouffe tout, et donc c'est toujours marrant de voir comment il va raconter cette histoire en utilisant les films qu'il a vus entre deux films, et puis surtout comment il a vécu aussi. C'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment, il a comment dire, une manière de vivre le cinéma qui n'est pas courant peut-être pour un réalisateur de sa génération aujourd'hui. Il a un regard très centré sur ce qu'il a vécu lui, mais en même temps il apprend beaucoup de choses de ce qu'il voit et de son expérience. Donc ça fait un beau mélange, je trouve. Il y a le côté un petit peu très sensoriel dans son cinéma, mais aussi très connaisseur. Ça donne parfois un mélange très intéressant d'ailleurs dans ses films. Mais il y met toujours beaucoup de lui. C'est ça qui est touchant, c'est quand on voit un réalisateur qui met énormément de lui, il y a toujours un côté autobiographique dans son cinéma. Parfois même il y joue dans ses films, certains lui reprochent parfois qu'il joue trop, qu'il se mette trop en avant et tout. Et moi je trouve ça justement génial qu'il ose se mettre en avant et se mettre à nu dans ses films. Moi je trouve ça très fort parce que pour moi, c'est un gros risque aussi de faire ça, et il ose le faire. Je crois qu'il en a besoin aussi. Et je ressens ça en voyant ces films, donc même quand je peux avoir des bémols sur certains métrages, tu parlais des Amours imaginaires, pareil. Un petit peu, je l'aime bien, hein, mais tu sentais que c'était un peu pas récréatif, mais tu vois ce que je veux dire, un petit peu déjà très inspiré de In the Mood for Love, mais bon, ça c'est un détail. Peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs il le ferait autrement parce qu'il aurait pris un peu plus de distance. Je pense qu'il a appris à prendre de la distance sur ses influences aussi. Mais franchement, à chaque fois, il y a quelque chose à tirer de ses films, de son expérience, et il arrive à nous toucher, même nous dans notre vie, même si on n'a pas sa vie à lui, on arrive à croiser des trucs, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse dans son cinéma en fait. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il assume pleinement cette subjectivité, mais en fait, c'est un personnage qui est assez atypique. J'entends par là le cinéaste et cinéphile. Hein. C'est vraiment un personnage assez atypique parce que c'est quelqu'un qui va utiliser des choses qui vont nous paraître complètement désuètes, un peu, comment dire, un peu artificielles, ouais. Même un peu qui peuvent peut-être prêter à sourire, qui peuvent susciter, enfin, une espèce de sourire un peu comme ça en retrait, mais je sais pas, il y a quelque chose dont il a le secret qui fait que ça peut passer et que ça passe. Par exemple, quand tu l'entends parler d'un film, d'un geste cinématographique, il a des réactions il a l'éthique de cinéphile, et mais je sais pas, il a une mise en scène de la parole qui est assez intéressante. Et puis c'est quelqu'un qui est extrêmement happé comme ça par le tourbillon de la réflexion, de la vie, et quand il parle, quand il dit quelque chose, il mitraille la chose il mitraille la thématique qu'il est en train de questionner, et tu ne peux que l'écouter en fait, même si
derrière tout cela, tu peux avoir à la fin, parce que quand tout est posé, bon, tu commences à réfléchir un peu à ce qu'il a dit. Quand je dis ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit dans les films, hein, c'est ça dont je veux dire. Et donc, à un moment, tu essaies de faire le tri. Moi, je pense effectivement aux Amours imaginaires, où il est toujours dans cette expérimentation des choses, ainsi que surtout dans J'ai tué ma mère, où il s'amuse à faire des choses qu'on peut peut-être retrouver dans des premiers films comme ça de réalisateurs généralement issus de la fac ou de l'école du cinéma, où ils s'amusent parfois, par exemple, bon, à mettre dans des plans, tu comprends un peu d'où ça vient tout cela, et tu te dis tiens, c'est encore un peu enfantin, c'est pas jouer sur du symbolisme facile un peu au début, tu vois ce que je veux dire. Il jouait un peu, mais ce côté naïf. Au moins dans ses 2 premiers films, parce qu'avec Laurence Anyways, Laurence Anyways, je dis toujours Lawrence Anyways, il a pris une certaine maturité avec ce film-là. Et c'est vrai que dans ses 2 premiers films, ça a l'air un peu enfantin, mais déjà on sent qu'il s'y connaît, qu'il a envie de raconter ce qu'il veut surtout. Je pense qu'avec le recul, je ne sais pas s'il a revu ses films, je pense que oui, mais s'il en a reparlé récemment de ses premiers films, je pense que je le verrais bien dire oui, c'est vrai et tout, mais je suis content d'avoir pu faire ça et dire ça. Bah, tu parlais des Amours imaginaires, tu parlais du tourbillon de la vie, c'est une sorte de Jules et Jim moderne, on va dire, quelque part, avec le triangle amoureux, etc. On voit qu'il a ces influences-là, et quelque part, il a relancé une sorte de nouvelle vague à sa façon, quoi. Tout en étant très inspiré par des œuvres tout public, avec le côté pop, avec sa musique aussi, qu'il aime bien mettre. C'est un beau mélange, en fait, quand on y pense. C'est à la fois un cinéaste d'auteur et un cinéaste populaire. C'est ça qui est bien, parce que souvent aujourd'hui on a tendance à faire le distinguo entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. On voit là ici, Xavier Dolan, qui arrive à pas mal mixer les deux quand même, je trouve. Et c'est assez rare de nos jours, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors tu vois, c'est marrant parce que généralement quand on parle d'un auteur, c'est quelqu'un qui est identifiable, je pense, normalement par un style. Alors très souvent on dit par la manière de mettre en scène. Et on le voit. Alors que chez lui, il y a un style, hein, c'est clair. Mais, comment? Alors, je vais essayer de le décrire, ce style, mais ça va pas être évident parce que j'arrive jamais à trouver les mots. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui qui est peut-être de l'ordre de la parole, du verbe, qui est fondamental dans ses films. Mais il y a, comment dire, comme si le verbe dans ses films était dans une prison, dans une chambre plutôt, mais une chambre qui serait cloisonnée. Et ce verbe, en fait, essaye de se libérer de la chambre. Et donc, ça donne parfois des films, j'ai parfois des sensations en voyant ces films comme si j'avais du mal, moi, à m'en sortir de ces pièces-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Mommy, il y a une scène incroyable où le jeune acteur essaie de s'évader en poussant comme ça les deux. Et ça me parle énormément là-dessus. Donc, il a un style qui est très très particulier, qui je dis mal à décrire, et que je reconnais entre mille, qui ne se voit pas dans sa mise en scène, mais qui est une mise en scène, qui ne s'entend peut-être pas forcément dans les paroles, mais qui en dénote, qui est très souvent caractéristique de la direction d'acteur, qui lui-même est un putain d'acteur, et donc ça donne aussi une direction assez foutraque. Parfois les comédiens et les comédiennes sont dans une espèce d'énergie complètement débordante, de vitalité. Ils sont là pour casser, pour hurler, mais ils sont là pour sortir, quoi. C'est comme si en fait, c'est comme si c'était un style qui voulait dire j'existe, mais qui le dit pas en susurrant, qui le dit en hurlant. J'existe, j'existe, j'existe. Et ça donne des trucs incroyables. Mais j'ai beaucoup de mal à décrire son style, alors qu'il est là. Je le vois. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Enfin, c'est son style, quoi. Je pense qu'il a un style thématique, et c'est vrai que l'enfermement de ses personnages, souvent, il essaye de les libérer. Il enferme ses personnages dans ses histoires. Ils ont tous des traumatismes, voilà, des soucis par rapport à la vision que la société leur renvoie, etc. Et il essaye dans ses films de les libérer. Comme peut-être lui, il essaye de se libérer aussi du traumatisme qu'il a vécu quand il était il était peut-être pas malheureux enfant, non, parce qu'il a été il a surtout eu des relations avec sa maman un peu compliquées qui met d'ailleurs dans son premier film et tout. Mais on sent qu'il a besoin d'exprimer les choses, et dans ses films c'est pareil, ses personnages ont besoin d'exprimer, donc il y a beaucoup d'enfermement, c'est vrai, souvent avec le cadre d'ailleurs, et il essaye de les libérer. Parfois ces personnages arrivent à se libérer. Par exemple, Laurence Anyways, la libération, elle est d'emblée, où le personnage décide d'assumer le fait qu'il est début. Voilà, dès le début.
Et après, mais on voit à quel point ça peut être difficile, même quand tu assumes ta libération, ça peut être difficile d'y arriver. Même dans J'ai tué ma mère, quand le personnage principal essaye d'assumer le fait qu'il aime sa mère, même s'il la déteste aussi. Après, il y a des choses qui se passent et tout. En fait, je pense que dans tous ces films, il y a des personnages qui vont pas bien d'une manière ou d'une autre, ou qui sont pas bien dans leur corps, dans leur identité, dans l'entourage, etc., et qui essayent de chercher une libération. Je pense que même dans Tom à la ferme, hein, quand on y pense, le deuil, là, il joue sur le deuil, on peut chercher là-dessus. Je pense qu'il a une identité très thématique. Le style, il l'emprunte encore beaucoup de certains cinéastes, mais je trouve qu'il arrive à s'affranchir un petit peu quand même de plus en plus. Et en fait, il arrive à gérer. Bon, après, il a son style un peu pop, on va dire. C'est vrai que ça met la musique colorée, etc. Il a le style où il met beaucoup de symbolisme aussi. Des fois, il le gère très très bien. Des fois, c'est un peu trop peut-être, mais je pense qu'il a un style de narration de ses films et au niveau de ses personnages. Et je pense qu'il y a toujours de lui dedans. Je pense qu'on peut chercher dans chacun de ses films, il y a de lui dedans. Par exemple, dans Juste la fin du monde, il s'imagine, je pense, sur la fin, comment il gérerait s'il devait réconcilier certaines choses. Je pense qu'il arrive à se transposer à travers ses personnages. C'est pour ça qu'il est bon directeur d'acteur aussi, je pense. C'est qu'il se met dans des situations et puis, son rapport à sa mère, enfin, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est un cinéma très, très riche, parfois, qui part un peu partout dans tous les sens, mais on voit aussi où il va en venir quand même. Ce qui fait que chacun de ces films, il va y avoir des trucs qui se ressemblent, mais il va y avoir aussi un petit truc différent à chaque fois. Même dans Mathias et Maxime, quand je l'avais vu, c'est marrant parce que je n'avais pas encore vu tout le reste, avec le recul, je trouve que je l'ai revu d'ailleurs aussi récemment, je trouve que c'est un peu décevant, ce film, un tout petit peu, parce que tu as l'impression qu'il a voulu revenir en arrière, mais là même, je pense qu'il a voulu témoigner quelque chose aussi. Il a eu besoin de se faire ce projet-là. Pourquoi? Parce que le film précédent a été une souffrance pour lui, où il s'est confronté à Hollywood et tout. D'ailleurs, le film, ce qui est drôle, c'est que Ma vie avec John Elfman parle de ça. Hein, le succès, c'est terrible et tout, et il l'a vécu avec ce film. Et il a eu besoin de revenir un peu aux sources avec Mathias et Maxime. Donc c'est marrant. Vraiment, il fait vivre ses sensations à travers son cinéma, je pense. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard maintenant qu'il décide de prendre apparemment une petite pause. Je crois qu'il va faire une série là. Oui. Il a besoin de se recentrer avant de refaire un film aussi. C'est intéressant en tout cas. Après, je crois qu'avec la période de la pandémie, il y a eu ça. Au début, on était tous un peu hésitants, on doutait de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu ça, parce que c'est vrai que tu as raison. Il arrive en 2009 sur l'échiquier du cinéma mondial avec J'ai tué ma mère. Et il a 20 ans. Enfin, il a commencé à faire ce film, il n'avait pas encore 20 ans. Enfin, c'est assez incroyable. Puis c'est un film qu'il a écrit, tout le monde le sait, ça, vous pouvez lire partout. Hein. C'est pas une grande nouvelle ce qu'on dit, mais il l'a écrit à 16 ans. Il a eu beaucoup de mal à faire ce film-là. Tout le monde lui fermait la porte, lui refermait la porte. Et puis il a fallu. C'est parce que Cannes est arrivé à ce moment-là qu'il a pu être financé par la Sodec, je crois, qui est une espèce de. C'est un peu le CNC. C'est pas un peu, c'est le CNC québécois. Et parce que il est natif du Québec, de Montréal, la partie francophone. Mais entre 2009 et 2019, il a réalisé, je crois, 8 films, si je me trompe pas. Et parce qu'il y a eu, je crois, la pandémie, enfin, 8 films en 10 ans. C'est fou. Et puis quand tu vois les films qu'il a réalisés, la teneur des films, les questionnements, les adaptations, tu te dis que c'est très, très impressionnant. Il me fait beaucoup penser, enfin, il me fait avec beaucoup de. À ce qu'a commencé à faire Fassbinder au début. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, une espèce de stakhanoviste incroyable, qui mêlait pièces de théâtre, romans, poésie et effectivement cinéma, enfin film de long métrage, cinéma, et avec une troupe à lui, que ce soit une troupe d'acteurs, d'actrices, mais aussi des techniciens. Bon, après, lui, il est vraiment mort au travail, je veux dire. Il y a cette scène incroyable où maintenant on le sait comment ça s'était passé sur la scène. Enfin, il est mort, il avait, je crois, pris de la drogue avant de mourir et il était en train d'écrire quelque chose. Enfin, et je me dis que Dolan, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que le lien qui peut peut-être les unir, Dolan et Fassbinder, c'est que comme si leur vie en dépendait, quoi. À un moment, tu te poses cette question de la santé. Comment, parce que faire un film, faut être en bonne santé pour faire un film. C'est pas si évident que ça. Puis il faut travailler, il faut réfléchir au lit. Et lui, il a tendance, on sait maintenant que
c'est un auteur total, dans le sens où il écrit le scénario, il met en scène, il réfléchit à la lumière, il réfléchit aux bandes annonces, il réfléchit aux costumes, il réfléchit à plein de choses. C'est extraordinaire cette manière de vouloir maîtriser. Il y a vraiment cette envie d'exister. Il est à l'image des personnages qu'il écrit qu'il définit, qu'il questionne et qu'il écrit dans ses films. C'est cette envie, cette soif d'exister, de toujours essayer de ne pas être à la marge, mais de happer les choses, d'être là, d'être témoin de quelque chose, que chaque année, il soit témoin de l'année qui vient de se terminer, qu'il a toujours quelque chose à dire et qu'il doit les dire, parce que tout peut arriver. Oui, je pense, mais il l'avait dit dans une interview qu'il il pensait pas à plus de 2-3 ans d'avance, parce que lui, il imagine que la fin du monde peut arriver, il a ce petit délire-là, c'est vrai que vu l'état de notre planète, il se pose cette question-là, donc c'est pour ça qu'il va vite. Dès qu'il se lance dans un projet, il va vite. Et ça s'est vu dans certains films et tout, mais c'est vrai, cette idée aussi de tout contrôler, c'est-à-dire une fois qu'il se lance dans un projet, il va rien laisser au hasard. Bon, il y a beaucoup de réalisateurs qui le font, mais qui laissent quand même, qui délèguent beaucoup. Lui, il va être sur le scénario, il va être parfois sur le choix des costumes. C'est rare, ça, quand même. Le montage. Donc, le montage, oui, le montage, effectivement. Le choix des musiques, même s'il peut donner parfois un compositeur aussi, pour Tom à la ferme, par exemple, il y a cette composition Hitchcockienne d'ailleurs, qui a été faite un peu à l'arrache, je crois. Enfin, pas à l'arrache, mais au dernier moment, parce qu'il y avait eu des petits soucis et tout. Et il contrôle tout. Alors, je pense que quand il est en pleine production et tout d'un film, il ne doit pas beaucoup dormir. Et une fois qu'il a fini un film, il doit se faire une petite cure de sommeil, je sais pas, j'espère pour lui. Mais c'est vrai que, bon, après, il est jeune. Donc, il a l'air en forme, il est passionné et tout. Est-ce que dans 10-20 ans, il aura la même énergie? Il va évoluer comme tout le monde. Je pense qu'il ralentira peut-être quoique quand on voit un Clint Eastwood qui, à son âge, continue d'enchaîner, on se dit il y a des monstres de la nature quand même. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur... En plus, il donne tellement de lui, on peut se demander si parfois il n'en sort pas lessivé, quoi. Ça fait partie de ces artistes un peu torturés, hein. On en connaît plein, parfois au niveau des acteurs, hein, Jim Carrey, Robin Williams, tout ça. Bon, malheureusement, il y en a un qui n'est plus là. Lui, je pense qu'il a l'air quand même, d'une certaine manière, il me donne l'impression qu'il est suffisamment stable quand même pour durer. Maintenant, on ne sait jamais sur quoi, parce que c'est vrai que ma vie avec John F. Donovan lui a fait pas mal de mal aussi. Alors, je connais pas très bien les coulisses en fait du tournage de ce film. Je sais que ça a traîné. Je sais qu'il a dû à un moment, il a pris la décision de retirer l'actrice Jessica Chastain. Voilà, c'est juste extraordinaire. Ça fait mal au film parce qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient le film avec elle dedans et pas au dernier moment, elle dit elle est plus là. Je crois que c'est sur le montage en fait. Il avait plus de 3h30, je crois, un truc comme ça, et les studios ils ont dit non. Mais en même temps, malheureusement, voilà. Hein. Et il voulait pas trop couper, mais finalement, il a dû carrément supprimer un angle avec un personnage. C'est assez incroyable cela. Écoute, alors effectivement, avant qu'on découvre La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui est une mini-TV série qui va être en tournage bientôt, j'ai vu ça là récemment. Avant de voir ça, donc peut-être d'ici quelques mois, voilà ce que je te propose. Je vais te montrer 5 images. 5 images donc provenant de 5 de ces films. Alors, c'est bien évidemment, ça n'est pas représentatif de ce que l'on pense, enfin de ce que je pense de Dolan, mais ça nous permettra peut-être de rebondir sur d'autres questionnements. Donc, on va commencer par... Donc, on a un peu parlé d'ailleurs de celui-ci, mais pourquoi pas? Allez, c'est parti. J'ai tué ma mère. Voilà ce que je voulais te montrer. Avec même une citation. Alors, je vais la remettre au cas où. Mais tu vois, on a parlé un peu de cela. C'est pour ça que... Voilà. Donc, j'ai tué ma mère en 2009. Ouais. Ce film, avec le précédent et peut-être Laurence Anyways, j'ai l'impression que c'est donc... Pour moi, c'est la première véritable partie de la filmographie de Dolan. À savoir quelqu'un... En plus, il a 20 ans. Les Amours imaginaires, il le fait à 21 ans, et puis à 23 ans, il fait Laurence Anyways. Donc, en 3-4 ans, il fait 3 films. En 3 ans, il fait 3 films. Et j'ai l'impression que ces films-là, qui veulent dire quelque chose, qui racontent quelque chose, des choses extrêmement fortes et personnelles même, je les trouve personnellement encore moins, pas forcément pleinement aboutis.
il est vraiment toujours dans l'expérimentation dans ces 3 films. Dans l'expérimentation, comment utiliser la musique, comment la musique peut s'associer à un plan pour définir une idée de mise en scène, la direction d'acteur aussi, lui-même, comment il peut se diriger au sein des autres acteurs, comment travailler aussi la lumière. Dans les amours imaginaires, c'est une lumière très automnale, c'est très important ça aussi. Il est toujours dans l'expérimentation. Et j'ai l'impression qu'à partir de Tom à la ferme, il va se passer quelque chose. Il va prendre une autre direction. Il parle aussi c'est très important chez lui, mais c'est pas un thème, c'est plutôt un fait. L'homosexualité, ça c'est quelque chose de très très important. D'emblée d'ailleurs dans J'ai tué ma mère. Il y a cela aussi, mais aussi sur l'homophobie, sur l'intolérance, sur ce que c'est que cohabiter avec l'autre, la famille, et les doutes et la mort aussi. Finalement, la mort. Et j'ai cette impression-là qu'il est encore dans cette expérimentation. Et l'image que je t'ai montrée, là, pour le coup, il est là, il a une posture, et puis il y a cette citation à sa gauche. Ouais, à sa gauche. Ça n'est même pas forcément une image très littéraire, mais en même temps, tu vois, ça dénote de sa vingtaine, et il a envie de le faire, il le fait. Et bon, c'est la dernière fois qu'il le fera. Bon, il le fait un peu dans les amours imaginaires, mais c'est vraiment un petit peu. Mais après, tu ne reverras plus jamais ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pris 3 films en 3 ans et il va expérimenter des choses. Il va aller jusqu'au bout. Il va tenter pas mal de. Et c'est ce qui fait peut-être que ce sont des films qui peuvent assez impressionner et parfois même, et en même temps parfois irriter sur certains aspects. C'est vrai que J'ai tué ma mère, j'ai trouvé que c'était brillant vu le contexte. C'est son premier film. Il doit avoir quoi, entre 17 et 19 ans, il doit tourner le film à 19 ans. Et de faire un film comme ça à son âge, même s'il peut y avoir des maladresses ou une certaine naïveté, moi je trouve ça extraordinaire déjà. Il y a même une forme de maturité sur le regard qu'il porte sur lui-même, parce qu'il raconte l'histoire, plus ou moins l'histoire qu'il a vécue avec sa propre mère. Et faire ça à cet âge-là, normalement, tu vas avoir beaucoup d'auteurs qui vont faire ça à 30, 40, 50 ans, en se voyant en arrière, donc en s'imaginant en faux biopic avec un jeune acteur et tout. Et lui, il se met directement en scène là-dedans, alors qu'il est peut-être même pas sorti du conflit avec sa mère encore. C'est rare quand même. C'est un témoignage direct, avec à peine du recul sur ce qu'il a vécu. Et c'est vrai que c'est un film qui a peut-être cette maladresse-là, mais il y a une alchimie déjà extraordinaire avec Anne Dorval, qui va être l'actrice de sa vie, hein. Enfin, c'est la première partie de sa carrière. Et tu as l'impression parfois d'être dans une forme de documentaire, quoi. Et moi, je trouve ça fort parce qu'il peut y avoir des défauts, et sur le plan relationnel, fusionnel, ou pas, ça dépend des moments, je trouve que le film est remarquable là-dessus. Et en fait, le film, si tu regardes là-dessus, tu te dis déjà que le gars, il va aller loin. Et puis, ouais, tu as montré la photo aussi. C'est marrant parce que cette posture-là, ça rappelle un peu, une posture un peu à la James Dean, tu vois, on sent le côté rebelle, etc. Tu sens que déjà, il a envie de se mettre, voilà, il a envie de se dire, bon, voilà, j'ai vécu ça, mais maintenant, voilà, je suis là. Et après ce film-là, ça va être moi maintenant. Et c'est marrant, c'est pour ça qu'après, les amours imaginaires, c'est le côté étudiant, on fait un peu n'importe quoi, mais en même temps, pas n'importe quoi, on découvre des amours interdits, triangle amoureux, on ne sait pas et tout. On joue sur cette poésie, sur le côté aussi, et presque une parodie de son cercle d'amis un peu hipster, branché, etc. Tu as l'impression qu'il est presque ironique, le film Les Amours imaginaires, d'ailleurs. Il faudrait que je le revoie avec ce côté-là. Mais J'ai tué ma mère, pour un premier brûlot, c'est un beau coup de maître, je trouve. Même si on l'analyse vraiment sur un plan film à part, oui, il y a des petits défauts, mais bon, à 19 ans, je pense que beaucoup de réalisateurs, même très connus aujourd'hui, s'ils avaient fait leur premier film à 19 ans, parce que tout le monde n'a pas fait son premier film long métrage comme ça à 19 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient là en disant « Ah ouais, quand même, c'est pas mal ». Et puis après, tu as Laurence Anyways. Alors, c'est vrai, tu as raison, Laurence Anyways, c'est un peu le point culminant de cette première partie, avec déjà un film très, 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 très maîtrisé quand même. Peut-être un peu long, mais très maîtrisé, avec beaucoup de références, beaucoup de couleurs, beaucoup de symbolismes aussi qui sont bien digérés, je trouve, pour le coup. Il y a quand même beaucoup de choses. Et puis cette première, on va dire, bifurcation à moitié vers une carrière française qui va ensuite approfondir juste à la fin du monde. Mais c'est vrai que J'ai tué ma mère déjà.
pour commencer une carrière, peut-être qu'il a justement tué son adolescence et qu'il est devenu, on va dire, un homme indépendant cinéaste avec ce film-là, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est assez rare de commencer une carrière comme ça, quand même. Parce que la plupart des réalisateurs, leur premier film, souvent n'ont presque pas été distribués et tout. Lui, il se retrouve à Cannes avec, déjà. C'est un coup de génie, quand même, quand on y pense. Et si tu remarques bien dans ces 3 films, surtout dans ces les premiers, il a aussi une manière de cadrer. Il joue beaucoup avec les différents coins, les différents recoins du cadre. Ouais. Il le fait souvent avec j'ai tué ma mère. Je dis souvent j'ai tué avec ma mère. Je sais pas pourquoi. En plus, ça ne veut absolument rien dire. Un beau thriller, j'ai tué avec ma mère. J'ai tué avec ma mère. Donc, il y a cela. Et puis, il y a aussi dans Les Amours imaginaires où là, pour le coup, il est extrêmement dans ce formalisme-là. Et ce formalisme-là, j'ai l'impression qu'il ralentit, qu'il suspend le temps de ces personnages. Avec des ralentis. Mais je pense que c'est ça, c'est sa peur du temps qui passe aussi. Il va vite, mais à un moment, il a quand même besoin que les choses se passent d'une manière ou d'une autre. En fait, il offre un propre témoignage. Il se dit, tiens, là, je ralentis parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et en même temps, je pense, là, on peut en revenir aux Amours imaginaires. Et même dans Lawrence Anyways, il y a beaucoup de ralentis, surtout dans ces 2 films de mémoire. Et je sais qu'à l'époque, il était tombé amoureux, enfin, il avait vu pas longtemps avant In the Mood for Love. Je pense qu'il y a ici cette influence-là. Pareil, In the Mood for Love, c'est le temps. On veut pas qu'il passe, mais indéniablement, il va passer avec la monotonie du quotidien et tout ce qui peut. L'impossibilité de vivre quelque chose. D'ailleurs, ces films parlent de ça aussi, Dolan. Parfois, envie de vivre quelque chose, mais souvent, il y a quelque chose qui empêche le vécu. Et c'est vrai que des fois, et puis comme tu dis, le côté formel, il enferme ses personnages dans des cadres encore. Parfois même, il les confond avec le décor. J'ai ces souvenirs dans Lawrence Anyways où tu as le personnage de Suzanne Clément qui est habillée comme la tapisserie. On a l'impression qu'elle est dedans, qu'elle est perdue dedans. Et c'est intéressant parce que il va vite. C'est quelqu'un qui va vite, on le voit. Mais il a besoin à un moment de figer les choses. Je pense que quand il fait ses films, il se dit « Ah, ça va, c'est super, là, je fais ce que j'ai envie de faire, mais à un moment, il faut que je pose le truc. » Peut-être que je ne sais pas exactement comment il agit là-dessus, mais c'est vrai que pour lui, le temps, c'est une obsession, de toute façon, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir la phobie de vieillir aussi. Je ne sais pas s'il a la phobie de la mort, mais je pense qu'il n'a pas envie. Hein. Il l'avait dit, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une interview, il se projette à 2-3 ans maximum, mais il n'a pas envie d'aller plus loin. Et c'est intéressant, ça, d'ailleurs. Donc, ouais, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait filmé des personnages d'un certain âge. Il y a des mères de famille, ça il les filme, des mères de famille, parce qu'en plus de cela, il y a toujours, ça renvoie toujours à sa propre histoire. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est un personne âgé vraiment, c'est vrai. Il y a de mémoire, je vois pas un moment un personnage vraiment, genre le personnage d'une grand-mère ou j'ai pas le souvenir de ça. C'est intéressant ça. J'ai pas le souvenir. Peut-être on va parler dans un personnage qui compte, peut-être pas en background vite fait. C'est vrai que j'ai pas le souvenir. C'est comme souvent le père, dans les films de Xavier Dolan. Où il est là. C'est ça, ouais. Dans J'ai tué ma mère, bon, c'est là où on le voit le plus, le père, je crois, dans J'ai tué ma mère. On le voit en mode, il l'avait pas vu depuis 1 an ou 2 et il le revoit juste pour qu'il soit envoyé en pension. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'absence du père. Pourtant, il a un père, Xavier Dolan, qui fait jouer dans ses films des fois. Oui, dans Tom à la ferme, c'est lui qui tient ce bar vers la fin où il vient se réfugier. Il y a cela. Et non, effectivement, les personnes d'un certain âge et les figures paternelles ne sont pas aussi présentes que les personnages de sa génération, ce qui est tout à fait logique, ou alors d'une génération au-dessus. Je pense par exemple au personnage de Laurence, qui doit avoir à peu près une génération au-dessus que Xavier Dolan, ou alors à Suzanne Clément, Anne Dorval, mais bon, c'est des figures maternelles en même temps, donc c'est quelque chose qui s'explique de par son histoire, si on ne veut pas trop faire dans la psychologie de bazar, mais il y a un peu de cela. Mais c'est vrai que oui, il a tendance à se filmer, à filmer soi-même, et il y a un miroir qui est là et qui est assez passionnant. Je voulais dire quelque chose, c'était pas par rapport au temps, mais je m'en souviens plus. Bon,
pas les ralentis. C'était pour In the Mood for Love, il l'a toujours dit, il l'a toujours assumé. Il dit, il y a un documentaire qui a été réalisé par Benoît Puichot. Je te l'ai envoyé d'ailleurs aujourd'hui. Et le documentaire s'appelle À l'impossible, je suis tenu. C'est une phrase de Cocteau qu'il a lui-même tatoué Dolan sur son bras. Alors voilà, c'est quelque chose d'assez, c'est dans les tripes, quoi, c'est dans les veines, dans les tripes, c'est là, mais c'est plutôt dans les veines, c'est dans son corps, quoi. Et il dit dans le documentaire que J'ai tué ma mère, c'est un film d'emprunteur. Ouais, oui, mais encore plus pour les amours imaginaires, pour le coup. Encore plus pour les amours imaginaires, oui. Les amours imaginaires, il va tenter quelque chose de vraiment stylisé. Il y a de la... Il y a une envie de faire pas une mise en scène, mais quelque chose dans la colorimétrie, dans la photographie, qu'il y a moins dans J'ai tué ma mère, parce que c'est vraiment, il y a un côté très social, brutal dans J'ai tué ma mère. Il y a un côté colorimétrie intéressant, c'est que dès qu'il est chez sa mère, c'est très fade. Puis quand il est avec son copain, c'est lumineux. Donc il y a aussi ce côté-là, c'est assez amusant ça d'ailleurs. C'est ça fait partie de la naïveté du début peut-être, même si c'est bien trouvé. Hein. C'est qu'on voit très vite, c'est fade avec la mère et tout. Puis dès qu'il est avec son copain, hein, puisqu'il est avec son copain, c'est coloré et tout. Et c'est coloré, c'est très lumineux. Donc ça se voit direct. Mais c'est bien aussi parce que pas forcément tous les jeunes cinéastes vont y penser. Après. Est-ce que, ça c'est un débat à part, il faudra y revenir un jour avec d'autres intervenants, est-ce qu'un bon réalisateur doit à tout prix utiliser des codes précis pour faire passer un message ou doit chercher autre chose? Mais ça c'est vrai que c'est pas facile ça. Est-ce que par exemple quand on réalise un film, on doit se dire, oh alors là il faut vraiment que je mette cette couleur-là à ce moment-là, ou est-ce que ça vient à l'instinct? C'est vrai que, c'est vrai que je suis pas réalisateur, mais si je me mettais à la place d'un réalisateur, je me poserais la question, est-ce que je dois tout calculer ou laisser place à l'instinct de temps en temps, etc. Il doit y avoir un peu des deux, de toute façon. Mais pour le coup, Xavier Dolan calcule tout. Ça, il s'en est jamais... quoique, oui, mais quoique, je sais pas. Il laisse des improvisations à ses acteurs, quand même. Mais sur les plans, par exemple, comment il va situer ses personnages et tout, avec ce qu'il y a derrière, je pense avec les costumes et tout, je pense qu'il prépare pas mal. Après, peut-être qu'il laisse de la liberté quand on voit certaines scènes incroyables de joutes verbales avec Anne Dorval lui-même ou le jeune acteur de Mommy et tout. On sent qu'il y a, ou Suzanne Clément et tout, on sent qu'il y a, allez, libérez-vous, vous avez la thématique, vous avez le truc, engueulez-vous comme si vous étiez dans la vraie vie et voilà. Mais sinon, sur la composition des plans, sur le montage et les couleurs, les costumes et tout, la photographie, les lumières, par exemple, juste la fin du monde, il y a beaucoup de lumière vers la fin du film, quand c'est jaune, que l'apocalypse arrive, entre guillemets. Je pense qu'il laisse rien au hasard là-dessus. Je pense. Hein. Mais il sait capter le moment, par contre, avec sa caméra. Il sait capter le moment. Et ça, il y a vraiment quelque chose avec les acteurs. Il a une relation avec les acteurs qui est très, très bien, très, très belle là-dessus, je trouve. Parce qu'il a tiré le meilleur de chaque acteur que j'ai vu, en fait. Quand on voit Vincent Cassel, qui est un très bon acteur, hein, mais sur ces 10 dernières années, c'est clairement le meilleur film qu'il ait fait, Vincent Cassel, dans l'implication totale, je veux dire. Et c'est un exemple. Je pense à Vincent Cassel, mais je pourrais penser à d'autres personnes. Il a une vraie relation avec les acteurs. Peut-être parce qu'il est acteur lui-même aussi, je pense. C'est pour ça que je pense que si on doit... il y a plusieurs manières d'aborder le cinéma de Xavier Dolan, et c'est vrai qu'on peut comprendre son cinéma à travers les acteurs, à travers ses acteurs et actrices. Et il est vrai que dans le film Juste à la fin du monde, c'est une véritable leçon de direction d'acteur. Chaque personnage est différent de l'autre, donc chaque acteur doit jouer différemment de ce qu'il a l'habitude de faire, parce que Vincent Cassel, effectivement, dans le personnage qu'il a dans ce film, est un personnage qui est très extrêmement brutal, et dont la séquence finale d'ailleurs, qui a une manière comme lui dit Léa Seydoux, tu rates tout, tu gâches tout, et puis lui, il commence à s'emporter parce qu'il a deviné quelque chose. Et je voudrais bien qu'on en parle après de cette fin-là, parce que c'est une question que je me suis toujours posée. S'il se met dans cet état-là et qu'il veut absolument raccompagner son frère
à l'aéroport, que son frère parte vite, qu'il doit partir tout de suite. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il a compris quelque chose, il sait qu'il va mourir et qu'il a compris avant les autres qu'il sait qu'il va mourir, donc, et qu'il n'a pas envie qu'il reste là. Enfin, c'est très, très bizarre. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi le personnage de Vincent Cassel juste à la fin du monde, pourquoi il s'empresse, il veut à tout prix que son frère ne rate pas l'avion pour repartir chez lui. Ça, c'est une question que je me pose. Peur de la... Ouais, parce que il voit son frère comme un concurrent dans la famille, parce que son frère est connu, célèbre, et que lui, il a pu streamer dans son coin, a tout raté, son frère a tout réussi. Je pense que c'est une histoire terrible de frère, là, pour le coup. D'ailleurs, c'est peut-être la seule fois dans un dans un film de Dolan où il y a une histoire de frère aussi, comme ça. Intéressant. Mais ouais, je pense que malheureusement, là-dessus, c'est l'incompréhension depuis toujours entre les deux frères. Enfin, le personnage de Cassel qui comprend mal le personnage de Gaspard Ulliel, du coup. Enfin, qu'il le voit comme un gars imbu, etc., qui a tout réussi, donc qui a besoin de personne, qui n'a pas besoin de sa famille ni de lui. Et peut-être que Xavier Dolan a voulu se transposer plus tard, tiens, comment on me percevra plus tard si je suis pas bien, etc., que j'ai tout réussi, est-ce qu'on m'acceptera, est-ce que mes proches qui sont moins connus que moi m'accepteront? Et je pense qu'il s'est fait ce questionnement-là et s'est inventé un frère. Je pense pas qu'il a de frère, hein, Xavier Dolan. Je crois qu'il est fils unique, il me semble. Et s'est inventé, voilà, s'est dit, tiens, si j'avais une famille plus tard, là, où ils étaient tous dans un domaine très éloigné du mien et où ils n'auraient pas réussi leur vie, et si j'étais sur la fin, est-ce qu'ils m'accepteraient comme je suis, ou ils diraient, oui, mais tu as besoin de personne. Tu as tout ton petit Gotha autour de toi, etc. Je pense qu'il s'est posé dans cette situation parce que beaucoup de personnages célèbres sont seuls. Les célébrités, souvent, sont très seules, très entourées de fans et tout, mais sur le plan intérieur, etc., très seuls. Et là, c'est un petit peu l'histoire de ce personnage-là qui est célèbre, très connu, qui est sur la fin, mais qui peut vraiment compter sur personne, un peu sa mère. En fait, la seule personne qui va le soutenir dans ce film, c'est sa belle-sœur, qu'il rencontre pour la première fois. Ouais, jouée par Marion Cotillard, oui. Marion Cotillard qui est très bien dans le film aussi, qui est une bonne actrice. Oui. Elle a une façon de jouer dans ce film qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et c'est là où je dis que Xavier Dolan, il capte des choses, des fois, d'un acteur qu'on n'a jamais vu avant. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Bon, on va arrêter là juste à la fin du monde parce que c'était prévu qu'on en parle. Donc, parce que on va s'arrêter là. On va revenir au quatrième. On va revenir donc à le quatrième film de Xavier Dolan. Donc, J'ai tué ma mère. Ensuite, Les Amours imaginaires. Puis Laurence Anyways. Et en 2014, il fait Tom à la ferme. Et voilà l'image que je voulais te montrer. Ouais. Le dernier message à son copain qui est mort. C'est son copain qui est mort. Voilà. Faut savoir que c'est adapté d'une pièce de théâtre qui a été écrite par Michel-Marc Bouchard. Et ça raconte l'histoire d'un garçon joué par Xavier Dolan qui est en deuil. Son petit copain est mort. Et donc, il va dans la région où a vécu son petit copain. Je crois que c'était pour assister à l'enterrement, mais je crois qu'il arrive très en retard, délibérément. Et là, à ce moment-là, il lui écrit quelque chose. Il est dans une station-service et le film commence là-dessus. Et il prend, donc c'est un mouchoir ou je ne sais quoi, et il écrit au feutre bleu ces quelques mots. C'est un moment, moi, je trouve extraordinaire, magnifique. Et qui m'a vraiment vraiment je me suis dit c'est pas possible, est-ce que je suis vraiment dans un film de Xavier Dolan, et c'est les premières secondes, et là après je comprends que le film sera vraiment différent de ce qu'il a pu faire, et puis qu'il y a quelque chose, et puis arrivé donc dans cette ferme, il rencontre la mère de son petit copain et le frère qui est vraiment peut-être les caractéristiques même du redneck québécois, un peu cliché certes, mais viril, homophobe, parce que lui sait qui est Tom pour son défunt frère, et donc il est homophobe, il est grincheux, viril, il est sale, il est tout cela, et
Et donc, très vite, il y a une espèce de relation très particulière entre Tom et ce grand frère, sadomasochiste en quelque sorte. C'est-à-dire que le grand frère violente le Tom, mais il se passe un truc chez Tom, quelque chose de très indescriptible qui fait que c'est pas qu'il l'accepte, mais en même temps, il pourrait s'enfuir, mais il reste. Ah, il voit son copain à travers le frère. C'est Voilà, un peu ça. D'ailleurs, là, on voit pas le visage du frère de suite, de mémoire. C'est souvent caché. Mais il y a même un moment, cette scène sous la douche, où il y a t'as une forme de surimpression. Je me demande si c'est pas un autre acteur qui représenterait son frère, d'ailleurs, qui est surimprimé sur le. Il faudrait voir au ralenti ou je sais pas quoi, parce que là, pour le coup, je l'ai pas fait. Mais t'as une sorte de syndrome de Stockholm dans ce film qui est terrible. Il se fait brulanter. N'importe quoi. Brutaliser. C'est intéressant comme verbe. Brulanter. Il se fait brutaliser. Brulanter. Il se fait brutaliser par ce gars qui est détestable, homophobe, mais en même temps, il y a de l'ambiguïté qui naît aussi derrière. Et Tom, il peut pas partir parce qu'il se dit c'est le frère de mon copain. Et à travers cet homme détestable, il arrive quand même à voir son copain parce qu'il ne peut pas faire un deuil. Et puis il y a la mère aussi où on cache tout. La pauvre, la mère, elle ne sait pas que son fils décédé était homosexuel, même qu'ils ont inventé une copine qui va débarquer après les funérailles. C'est glauque, c'est un film qui est glauque. C'est vrai qu'il y a un côté Hitchcock dolanien. C'est marrant parce que T'as du Hitchcock. C'est un film, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, c'est marrant, ce film, Hitchcock aurait pu le faire aujourd'hui s'il était encore en vie. Imaginez, hein, ça aurait été un peu fou. Parce qu'à l'époque, avec certaines conventions hollywoodiennes, voilà, puis bon, voilà. Mais c'est une sorte de Hitchcock modernisé avec des thématiques actuelles. Et alors, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'influence quand même. La scène sous la douche, quand même. Bon, c'est un clin d'œil. Le moment dans le champ de maïs aussi, ça fait très. C'est la mort aux trousses, je crois, qui est un petit peu. Et puis la musique, qui fait Bernard Herrmann. Mais c'est très osé de la part de Dolan de garder son style quand même avec le traumatisme avec la mère, l'homosexualité, le fait d'être harcelé par une forme de société, on va dire, toxique. Archaïque. Archaïque. Il y a ça, mais il y a autre chose aussi. Et puis il y a une fin, voilà, on va pas en dire plus, mais qui est en suspension. Tu peux te poser plein de questions sur ce genre de fin. T'as le début, qui est très, voilà, avec ce gros plan, le feutre comme ça sur le mouchoir, on sent qu'il n'a tellement pas fait son deuil qu'il n'a pas prévu de discours aux funérailles, donc il fait ça à l'arrache. Et la fin, on ne sait pas si c'est de la libération ou pas. C'est un film assez traumatique que j'ai vu qu'une fois. Je pense que c'est le genre de film qu'il faut revoir pour capter pas mal de choses. Et puis c'est très stylisé aussi. Il y a beaucoup de gros plans, on voit les doutes et les dilemmes du personnage principal. C'est peut-être une de ses meilleures performances d'acteur à Xavier Dolan aussi d'ailleurs, quand on y pense. Parce que sur le premier film, c'est lui-même vraiment. Mathias et Maxime, il y a beaucoup de lui-même aussi, il fait jouer ses potes, etc. Mais là, il y a quelque chose d'autre quand même. Peut-être qu'il s'est transposé dans sa tête, et si mon copain mourait, comment je réagirais, etc. Et peut-être une critique de cette société archaïque, oui, qu'on peut retrouver dans la campagne. C'est un film qui aurait pu se passer aux États-Unis, c'est ça qui est fort aussi. Tu as l'impression que c'est un film américain, avec le côté voilà, fermier, le redneck, comme tu dis. Je ne sais pas s'il a voulu dénoncer une forme d'américanisation du Québec qui perd un peu son identité, je ne sais pas. Mais il y a pas mal de choses intéressantes dans ce film, en tout cas. Moi, je pense que c'est un film qui aurait pu aussi se passer en France. Hein. Il y a encore des. Ah, mais clairement. Je veux dire, c'est un film qui peut se passer n'importe où dans le monde entier à partir du moment où même si l'homosexualité n'est pas une thématique dans ce film, mais le personnage du frère ressent une espèce de dégoût vis-à-vis de Tom, mais en même temps, parce que homosexuel, parce que ça lui rappelle aussi son frère, son propre frère qui l'était. Ça rejoint peut-être un tout petit peu, peut-être juste la fin du monde, avec le personnage de Vincent Cassel, qui pour moi, je pense, sait que son frère était homosexuel, enfin, sait que son frère est homosexuel, mais c'est moins vieux, enfin, il est moins violent, je pense qu'il a été moins violent physiquement, je pense. Tu as une idée du double dans ce film, parce que autant Tom voit son copain à travers le frère, mais tu as l'impression que le frère voit son frère à travers Tom aussi. Ouais. C'est terrible, hein. C'est presque de la haine à l'amour. Enfin, peut-être que le frère n'arrive pas, il a peut-être des regrets vis-à-vis de
du frère défunt, et il essaye à un moment. Il y a beaucoup de traumatisme dans ce film. Tu as l'impression que le frère redneck détestable et tout, il a un traumatisme ultime quand même. Il va pas très très bien. Alors, on apprend à un moment dans le film qu'il a été très 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 violent avec quelqu'un. On voit qu'avec sa mère, c'est pas joyeux. En plus, il se fait rabaisser par sa mère à un moment. Tu sens c'est un truc qui est beaucoup plus riche. C'est pas manichéen pour un sou comme film en fait. Oui, bien sûr que le gars est homophobe, détestable et tout. Mais il essaye de faire une réflexion, Xavier Dolan, sur le fait de peut-être d'où peut provenir l'intolérance aussi. D'où vient l'intolérance? Qui est à blâmer quand quelqu'un est homophobe et tout? Voilà. Est-ce qu'on ne naît pas homophobe? Ça n'a aucun sens. Et donc, il essaie de questionner aussi l'entourage, comment il a. Voilà, c'est. C'est la pièce de théâtre aussi qui veut ça. Ouais, ah oui, mais je pense qu'il a. À la base, il y a un texte qui l'a beaucoup. Mais moi, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Dolan change de direction dans sa mise en scène? Parce que tu dis que c'est stylisé, mais moi, je ne trouve pas si stylisé que ça. Très sobre, quand même. Oui. Après, tu as des scènes quand il danse une sorte de tango, là, tu retrouves, dans la couleur, tu retrouves du Dolan. Tu retrouves un peu cette couleur à la J'ai tué ma mère, d'ailleurs. C'est fade, il y a des moments, tu vois. Mais tu as raison, il relance sa carrière parce que après Laurence Anyways, je pense qu'il a eu l'impression d'atteindre une sorte de pic dans une forme de thématique. Voilà. En plus, vraiment dans Laurence Anyways, tu as le côté, l'identité qui est vraiment poussée à son extrême. Ici, on a le changement total. Quelqu'un dans Laurence Anyways qui se sent femme et qui est homme et qui va réussir à s'émanciper. Donc après, le côté homosexuel avec sa maman, etc. Puis après, le trio amour interdit ou pas, libertin, on sait pas trop, bisexuel, machin. Après la transsexualité, il s'est dit, bon, on va revenir, on va changer. Puis il a réussi un thriller, qui à ce jour son seul thriller d'ailleurs, qui n'est pas poussé non plus en mode thriller, on va faire une enquête et tout, c'est un thriller psychologique vraiment. Et oui, il a voulu faire autre chose, ça se sent. Et c'est un film mature, tout en ayant beaucoup d'influence quand même. Je ne sais pas s'il a vu beaucoup de Hitchcock avant. Je crois qu'il adore La Corde, Xavier Dolan. Il me semble je crois que c'est son Hitchcock préféré, La Corde. J'avais vu passer ça une fois dans une interview, qui est un excellent Hitchcock d'ailleurs. Et il est très sobre, ce Thomas Laferme, mais en même temps flamboyant dans une forme de thématique psychologique dans l'intérieur des personnages, toujours dans cet enfermement, dans cette psychologie des personnages, ça reste très riche et très Dolan quand même. Donc, après, on peut se poser la question pourquoi il s'est choisi lui-même pour jouer Tom en se colorant les cheveux et tout, il est méconnaissable. Est-ce que c'est aussi pour montrer que lui aussi, il avait opéré sa mue en tant qu'acteur, en tant que cinéaste? C'est intéressant ça, parce que dans un truc comme ça, tu te dis, il aurait choisi, n'importe quel autre réalisateur à sa place aurait choisi un acteur autre que lui pour jouer Tom. Et il s'est quand même choisi. C'est intéressant. Après, c'est quelqu'un qui veut constamment aussi défier la fiction. Je pense que c'est quelqu'un qui est sans cesse dans cette idée-là. Et quand il y a un challenge qui s'offre à lui, il y va, il l'assume pleinement. Et je trouve que c'est un rôle, en tout cas, qui est très fort et très beau. Et je pense je crois qu'il raconte des histoires. Il raconte des histoires qui le concernent, mais des histoires aussi qui lui permettent de les jouer. Oui. Et ça, c'est très important pour lui. Et d'ailleurs, moi, je crois que c'est quelqu'un qui veut constamment défier la fiction, et c'est important. Et moi, ça me choque pas. Enfin, moi, ça me surprend pas en fait qu'il ait pris la décision de jouer dans ce film-là. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Au contraire, même le fait de se teindre en blond, il y a un lien avec le blé. Tout ça. C'est quelque chose qui est un ton sur ton, quoi. Et c'est quelque chose qui a peut-être certainement dû l'amuser, mais et puis quand on connaît ces trois premiers films et qu'on voit celui-ci, on comprend que c'est une nouvelle façon d'aborder les choses, de questionner aussi le cinéma. C'est un film dans lequel il y a très peu de personnages. Ouais. C'est un film où les intérieurs sont glaçants, où les extérieurs sont filmés comme s'il était en intérieur. Il y a pas d'aération dans ce film. Il n'y a pas d'aération totale. C'est un film claustrophobe. C'est inquiétant. Ce film est très très inquiétant dans tous les sens du terme.
dans la direction d'acteur, dans la lumière, dès le début avec ce message qu'il déchire finalement, et puis il ne dira jamais. Hein. Voilà. Il fera même pas le discours. Il fera même pas le discours. Et puis puis ensuite il y a cette espèce de caméra au-dessus de cette voiture. Ça fait penser bien évidemment à Kubrick et Shining. Oui. Et puis cette musique qui arrive comme ça avec la voix de la jeune femme. Enfin, tout est très inquiétant dans ce film. Tout est glaçant. C'est un film qui à aucun moment laisse le spectateur, comment dire, il ne le fait pas suffoquer, mais à aucun moment il le laisse sur le carreau, quoi. Oui, on peut pas trop respirer. C'est très très inquiétant. Mais je trouve ça, il est fascinant. T'as l'impression qu'il rentre dans un autre monde, quoi. C'est ça. Hein. Tom à la ferme. Tom à la ferme. C'est pas Tom sur Mars, hein. C'est Tom à la ferme, mais c'est quasi le même dépaysement, quoi. Ça pourrait être un conte. Oui. Moi, je sais que la première fois que j'entends le projet Tom à la ferme, je sais pas que c'est une pièce de théâtre, je ne sais pas tout ça. Je me dis tiens, il va peut-être faire une comédie. Puis après, non, c'est un conte. Et un conte, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu le sais bien qu'un conte, ça n'a rien à voir avec. Il y a rien de doux et de rêveur dans un conte. C'est terrible un conte. Un conte reprend quand même les us et coutumes et les pensées et tout ce qui s'ensuit d'une période, d'une génération et d'une période. Et c'est pour ça que tous ces contes qui ont été faits, les Perrault, les Grimm, tout cela, c'est pas des choses rêveuses, hein. C'est des choses qui aujourd'hui ont été transformées. Mais à l'époque, ça dénote aussi, par exemple, de la place de la femme, ça dénote aussi de la famille, de la religion, tout ça. Les contes, c'est pas quelque chose de gentillet, un conte. Ça peut être aussi un truc très, très effrayant. Et pour moi, c'est un conte, mais un conte extrêmement effrayant, effectivement. Ouais, c'est un conte noir, sombre. C'est pas un film noir, mais c'est un thriller, un conte thriller, tu l'as dit, claustrophobe, et qui dépayse complètement. Parce que même Dolan dans la campagne, bon, on avait vu un peu dans Les Amours imaginaires, même dans J'ai tué ma mère, ça faisait référence à la jeunesse, à la campagne. À la finale, au final, enfin dans les dernières séquences. C'est la libération, la campagne et tout, le plein air, lui qui sort de la ville et tout. Pas du tout. C'est une forme d'enfer. Il ne sait pas où il va. Alors, c'est plutôt un purgatoire d'ailleurs dans le film. Il va être bloqué entre deux mondes pendant tout le film et on ne sait pas comment ça va se terminer. Et le bar, ce serait la fameuse Black Lodge Twin Peaks. Oui. Tu peux avoir du Lynch un peu qui traîne dans le. C'est vrai que quelque chose est dégradé, se dégrade dans le temps. Et... J'adorerais voir Dolan faire un film à la Lynch avec beaucoup de Enfin, tu vois, un surnaturel mystique, il en serait capable. Je pense qu'il en sera capable un jour. Comme d'imaginer faire un film d'horreur, d'ailleurs. Oui, c'est clair. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces films-là, quand on commence à... Ce ne sont pas des films évidents. C'est ça qui est passionnant, c'est que quand on commence à s'y intéresser, à s'approcher un peu plus de ces cadres-là, on voit qu'il y a des choses assez incroyables. En parlant de cadre, prochain film, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Bon, c'est Mommy, Mommy M-O-2-M-Y. C'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes en 2014 et il a remporté le prix du jury. C'est un film avec Anne Dorval, Suzanne Clément et un petit garçon qui s'appelle Antoine Olivier Pilon. Et c'est un film qui a... On va dire, c'est vraiment peut-être le film qui a suscité la reconnaissance internationale parce que beaucoup de prix, parce que beaucoup de critiques, de points de vue positifs en tout cas sur le film. Toujours la patte dolanienne, c'est J'ai tué ma mère multiplié par 15, encore que là c'est peut-être, c'est quand même légèrement différent, mais c'est un film qui est beaucoup plus long que celui qu'il avait fait en 2009, et il ne joue pas dans ce film, mais c'est comme s'il était là, et il y a donc c'est un film. Alors pour pas me tromper parce que je déteste cela, il a été que je dise pas de bêtises. Pourquoi je montre cette image? Parce que un moment alors il faut savoir, je crois qu'il avait été fait en 4 tiers si je me trompe pas.
Non, c'était pas du 4 tiers, c'était 1.1. 1.1 et à un moment, donc, il aère le cadre en l'étirant et ça devient du 1,85 et c'est juste incroyable. À ce moment-là, le personnage, il respire. Il l'étire comme ça. Je n'ai jamais vu ça dans un film. Parce qu'il y a un discours sur ces 3 premiers, justement, où c'était très enfermé. Enfin, ouais, c'était plus ou moins enfermé, même si Laurence Ignoré, il y a cette émancipation quand même, avec des plans là, sur cette île un peu imaginaire et tout. Mais là, il décide à un moment, là, c'est Xavier Dolan qui a grandi aussi, quelque part, et qui a envie de libérer son personnage. Sauf que ça ne va pas durer longtemps, hein, ce sont que des parenthèses dans le film. Et pour moi, Mommy, bon, c'est mon Dolan préféré. Déjà, parce que ce film m'a bouleversé. J'ai versé ma petite larmichette et tout. C'est son film le plus viscéral. Il est terrible. Ce film est terrible. Le destin des 3 personnages principaux, parce que c'est une histoire de trio, hein, avec la mère, le fils et la voisine qui elle-même a des traumatismes et qui va se rapprocher de ce duo pour s'émanciper aussi. Et alors, c'est une émancipation à 3 très difficile à gérer. C'est un film terrible. C'est un film terrible. On sent qu'il y a de l'espoir, on sent que ces gens ont envie de vivre, ils ont de l'optimisme et tout, mais tu vois que la réalité les rattrape constamment. C'est un film très violent, pas parce qu'il y a, bon, si, il y a des scènes quand même, voilà, mais c'est psychologiquement l'un des films les plus violents que j'ai pu voir ces 2-3 dernières années. Parce que c'est pas un film, tu regardes ça en mode une fois terminé, ouais, oh, ça va, c'était sympa. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux ne pas aimer parce qu'il y a un parti pris peut-être et tout, mais tu peux pas rester indifférent sur ce genre de film. Le jeune acteur est extraordinaire. C'est toute la rage et toute l'énergie qu'il y a dedans, c'est brillant quand même. C'est un acteur qui avait été révélé dans d'autres films. Il avait joué pour le clip de College Boy, Indochine, que Dolan avait réalisé. Petite dédicace au passage à Alex Lafute en vidéo, qui est un grand fan d'Indochine. Et c'est un film qui ne te... Alors, tu vois, tu parlais de Tom à la ferme. Film assez irrespirable. Ben là, on est presque à un cran au-dessus du côté irrespirable. Et pourtant, le doux paradoxe de ce film, c'est qu'il a beau être irrespirable, il y a des moments lumineux dans ce film. Et il y a un équilibre entre certains moments lumineux. Tu as envie d'y croire pour les personnages. Et très vite, tu sens que c'est éphémère et que ça va de toute façon pas forcément bien se terminer. Mais au final, n'est-ce pas ça la vie? Alors attention, j'extrapole un peu. La vie, il y a des moments difficiles, mais il y a des moments lumineux. C'est pas parce qu'on va vivre un moment lumineux que ça va rester toujours. C'est un moment. Et ce film est fait de moments. Alors oui, il est plus pessimiste qu'optimiste au final, mais c'est un film de moments qui... Alors on n'est pas dans une réalité. Déjà, le film se déroule dans une sorte d'Uchronie, où au Québec, il y a une loi où les parents peuvent laisser leurs enfants dans un hôpital s'ils vont pas bien psychologiquement et tout. Voilà, c'est pas une dystopie, mais c'est pas loin quand même. Tu as l'impression que la société va pas bien autour, déjà. Et on n'est pas dans une réalité ultime. La relation entre la mère et le fils, c'est juste improbable. La mère, elle est excentrique à souhait. Sa façon de parler, la première fois on la voit quand elle vient récupérer son fils dans un centre pour jeunes, où elle parle avec son joual et tout, et t'as la directrice qui est d'origine française, elle dit ah, vous parlez français, madame? C'est 2 mondes, quoi. C'est un film coup de poing où t'as plein de mondes qui s'entrechoquent, et la relation entre Van der Waal et le jeune, j'ai pas son prénom en tête. C'est Antoine. Antoine, j'ai pas son deuxième prénom en tête. Antoine Pilon. Antoine Olivier Pilon. Voilà. La relation qu'ils ont, t'as l'impression que Dolan a pris un fils et sa mère, quoi, dans le casting. Ça colle direct. Et évidemment, là, t'as Dolan qui se lâche. Il lâche les potards, il lâche le style, il lâche la rage, il lâche aussi son côté pop. Alors là, niveau musique et tout. Mais ça marche. Les musiques sont choisies vraiment à des moments précis. Il arrive à nous faire presque avoir de l'émotion sur un morceau de Céline Dion que tu as dû entendre 500 fois à la radio, quoi. C'est un film assez miraculeux, en fait, pour moi, Mommy. Eh ben, c'est à l'image de son cinéma, c'est ça, c'est constamment ça. C'est ça qu'on se disait au début, c'est qu'il se passe un truc dans son cinéma qui est miraculeux. Et on n'arrive pas à le décrire pleinement. C'est des choses, comme tu l'as dit, qui se collent et qui, à un moment,
s'éloigne et quand ça s'éloigne, ça donne ce miracle-là. On va passer à l'autre film dont on avait commencé déjà à l'évoquer, c'est Juste la fin du monde. Alors voilà, en plus de cela, j'avais choisi cette image-là pour te dire, hein, c'est la séquence finale. C'est la séquence finale où le personnage joué par Vincent Cassel, je crois. Alors, comment il s'appelle? Antoine, je crois. C'est Antoine. Ouais. C'est Antoine, ouais. Antoine, en fait, c'est l'histoire de, parce qu'il faut revenir quand même, c'est l'histoire de lui qui est joué par le formidable, c'est un pléonasme, Gaspard Ulliel, lui qui on le comprend, est un grand écrivain, un grand dramaturge. Le film est quand même, ça aussi, il faut le dire, est adapté d'une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, qui est mort des causes du sida, pardon, malheureusement. Et donc, lui est un espèce de dramaturge écrivain à succès qui retourne chez lui, voir sa mère, sa sœur et son frère, et la belle-sœur de son frère, donc, et sa belle-sœur, pour les retrouver, mais aussi et surtout pour leur dire quelque chose, pour leur annoncer une nouvelle importante, à savoir qu'il va mourir. Et le film part de là. Et donc, on le voit dans l'avion, au début, et il est en train de réfléchir à tout cela, et puis il y a un enfant qui joue avec lui en mettant ses mains sur ses yeux. Et je trouve que ce moment-là, les débuts chez Dolan sont extraordinairement importants. Les premiers plans chez Dolan sont fascinants et fondamentalement importants. Et c'est très beau, ce moment-là où c'est cet enfant qui lui cache la vue. Et c'est un enfant qui lui cache la vue. Et il s'en amuse. Et ça veut dire beaucoup de choses sur le film qui va arriver. Et puis ensuite, tu le vois en bagnole, en taxi, traversant la ville d'où il vient. Et tu comprends aussi pourquoi il est parti de cette ville. Dans ce voyage-là. Tu le vois. Ce qu'il voit, tu comprends pourquoi il ne pouvait pas rester avec ces gens-là, en gros, en quelque sorte. Et puis il arrive chez sa mère. Et le personnage de sa mère est campé, je crois, c'est la 3e fois que Nathalie Baye joue dans un film de Dolan, si je ne me trompe pas. Il faudrait vérifier. Et il avait joué, tu sais, elle avait joué dans Les Amours imaginaires, elle jouait le rôle du c'est quand Mounia Choukri dit c'est qui cet androïde, et l'autre il lui dit c'est sa mère. Ah, c'est fascinant, ce moment-là est très très beau. Donc elle joue dans Les Amours imaginaires, dans Laurence Anyways, où elle joue aussi le rôle de la mère de ce grand acteur de Melville Poupeau, donc, et elle joue dans Juste la fin du monde, si je me trompe pas, voilà, c'est ça, et qui joue un personnage assez, comment dire, caricatural, un peu grotesque dans sa manière de se maquiller et tout, mais côté un peu excentrique de la mère de Bobby. Voilà, mais c'est le personnage qui veut ça. Puis tu as la fille jouée par Léa Seydoux qui est entre l'adolescence et le monde de l'adulte. Voilà, elle est un des deux comme ça, mais qui n'a pas vraiment connu son frère, son grand frère, qui est parti bien après, bien avant qu'elle grandisse. Et puis il découvre sa belle-sœur, jouée par Marion Cotillard, qui est une douceur et qui est extrêmement apaisée et qui comprend tout avant tout le monde. Et sans qu'il sait qu'il va mourir. Voilà, c'est ça. Et puis tu as le frère. Tu as Antoine joué par Vincent Cassel. Et donc pendant plus d'1h30, il va y avoir des confrontations, des histoires, des rencontres, d'autres rencontres. Et puis lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut le dire. Et puis il décide, il était prévu qu'il reste, je crois, plus d'un week-end. Et il décide le soir même, de repartir. En leur promettant qu'il va revenir. Et cette image-là, c'est la fin, où Vincent Cassel, et là pour le coup, c'est pour ça que je te posais la question, parce que pour moi c'est vraiment une incompréhension. Moi je crois que Vincent Cassel a compris l'orientation sexuelle, le fait que son frère soit homosexuel. Je pense qu'il l'avait compris depuis très longtemps, parce qu'à un moment il lui raconte, il lui parle d'un pote à lui qui est décédé. Il se venge presque en lui disant ça. Non, il est mort d'un truc comme ça, et je sais même pas si il est mort du sida. Je sais pas s'il dit le mot sida. Je me suis qu'il a eu un accident. Bref, ou un accident, je sais plus. Et puis j'ai l'impression qu'à la fin, il comprend lui aussi que son frère va mourir. Il a qu'une seule envie, c'est qu'il parte. C'est vrai qu'à mon avis, c'est ouvert à une interprétation double là-dessus. Soit il l'a compris et vu ce qui s'est passé avant et sait qu'il ne pourra pas compatir avec son frère, donc il préfère le voir partir plutôt que de craquer devant lui.
Parce qu'il veut garder, on a l'impression, le personnage d'Antoine, qui a tout raté plus ou moins dans sa vie quand même. Il a une épouse, hein, mais bon, par rapport à son frère célèbre et tout, il a raté. Et il n'a pas envie de rater sa posture face à son frère. Il a envie de continuer à être le dominant, etc. Alors que je crois que dans la pièce de base, c'est le petit frère, Vincent Cassel. Antoine, c'est le petit frère, c'est ça qui est surprenant. Dans le film, on s'est jamais dit, mais c'est pas possible, parce que Vincent Cassel est plus âgé que Gaspard Ulliel, quand même. Mais il y a une scène où tu le vois grand, enfin, il se remémore un fait, et tu as le grand frère et le petit frère, et j'ai toujours eu cette impression que c'était Vincent Cassel qui était le grand frère, quoi. Oui, voilà. Mais alors, donc, tu as l'impression qu'il a cette posture, il lui en veut. Il en veut à son frère parce qu'il a réussi, il a quitté la famille, il a réussi à oublier les siens, peut-être que c'est ça. Et il a décidé de garder cette posture jusqu'au bout, même s'il comprend qu'il va mourir, il ne peut pas au dernier moment s'affaiblir devant son frère, et il préfère le voir partir, justement, peut-être parce qu'il sait que si son frère reste, il va craquer, c'est terrible en fait. C'est un déchirement, cette fin. Mais est-ce qu'il l'a compris? Ou alors, au contraire, il est dans cette posture, il est aveuglé par une sorte de haine ou de compétition, on ne sait pas trop, et il n'arrive pas à voir la vérité en face. Cette fin est particulière là-dessus. Au-delà du fait que sur le plan stylistique, cette fin est remarquable. Ouais. Plus, oui. C'est la fin du jour, c'est coucher de soleil, c'est jaunâtre, c'est la fin du monde. Tu as l'impression qu'il y a une comète qui s'écroule, qui s'écrase derrière et qu'ils vont être emportés par le feu. Et puis, tu as cet oiseau aussi, c'est un symbolisme clair, hein, quoi. Et il s'en va, hein, Gaspard Ulliel s'en va avec l'oiseau mort, il laisse sa mort derrière lui, quoi, limite. Tu as l'impression, en fait, que la fin symbolique, c'est qu'il meurt, vraiment. Il meurt. Il s'en va, mais c'est une sorte de fantôme qui s'en va. On ne sait pas, je pense que là-dessus, il a voulu jouer. C'est aussi une forme de conte surnaturel sur la fin, quoi. Tu as l'impression qu'on sort d'une réalité aussi. Après cette scène où ils sont sur la route, où Vincent Cassel conduit super vite et tout, tu as l'impression qu'il va vers un autre monde. Alors, c'est pas Retour vers le futur non plus, mais tu as l'impression qu'il y a une transition vers un autre monde. Et à la fin, le final, tu n'es plus dans une certaine réalité, avec cette colorimétrie qui est impossible à avoir dans la réalité, même avec un très beau coucher de soleil comme ça, qui baigne au fond, bon, c'est très rare quand même, c'est l'été indien, quoi. Et tu as l'impression que la fin, elle est hors de la réalité, hors du temps, quoi. Donc, est-ce qu'il a compris ou pas? Je pense que Xavier Dolan lui-même, il s'est dit, je laisse à l'interprétation, parce qu'à la rigueur, l'essentiel est ailleurs, quoi. L'essentiel, c'est que de voir que ça se termine, qu'il va mourir seul, quoi. Et c'est ça qui est... Oui, mais comment tu peux expliquer cette incommunicabilité qu'on retrouve souvent dans les films de Xavier Dolan? Là, pour le coup, juste à la fin du monde, c'est que ça. Hein, on a cette impression qu'ils se parlent, mais on comprend très vite que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ne se parlaient pas du tout. Ils ne communiquaient jamais entre eux. Et elle lui dit, sa mère lui dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et il dit rien. Comment tu peux expliquer que cette thématique de l'incommunicabilité est très importante, dans la filmographie de Dolan? Elle vient déjà du premier film, hein, parce que quand on voit J'ai tué ma mère, c'est que, alors des fois ils se comprennent. C'est ça qui est, en fait, c'est marrant, c'est que des fois il y a des moments dans tous ces films où les gens communiquent et tout va bien. On va mettre dans J'ai tué ma mère, à un moment la mère et le fils, tout va bien, etc. Je t'aime maman, machin, voilà. Même dans Mommy, quand même, c'est bien violent entre la mère et le fils. Il y a des moments où c'est parfait et tout, avec la voisine et tout, et on danse sur du Céline Dion, et voilà, et tout va bien. Et il n'y a que ce film-là, finalement, où on est dans un pessimisme total sur le plan familial, même s'il y a des fois des petites discussions un peu, voilà, avec la mère qui essaye de détendre l'atmosphère, mais qui a l'air complètement déconnectée de la réalité aussi, la mère. Hein. C'est pas forcément mieux. C'est comme le personnage de Vincent Cassel, mais en soft, quoi. Elle veut pas voir la réalité en face, quoi. Et dans ce film, le seul truc positif, c'est la personne qui est extérieure à la famille. Et j'ai l'impression qu'avec ce métrage, Dolan a voulu montrer que pour lui, la famille, c'était un déchirement. Parce que pourtant, ses parents sont divorcés, je pense, parce qu'ils ont, je pense, hein. Il est fils unique. Est-ce qu'il imagine fonder une famille avec son copain? Je ne sais pas. C'est possible, hein. Je ne sais pas quelles sont les lois au Québec là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de destruction dans sa vie familiale.
et qu'il a du mal à imaginer une construction, et dans ce film-là, ça se sent, quoi. Donc peut-être qu'il fantasme une famille qui sur le papier, voilà, famille avec plusieurs enfants, la mère et tout, qui va se déchirer parce que peut-être lui-même n'arrive pas à imaginer une famille unie. Et du coup, la façon de ne pas communiquer correctement, c'est peut-être la grande douleur de sa vie. Il a connu ça plus jeune. Peut-être s'imagine-t-il plus tard ne pas vraiment fonder une famille parce qu'il sait que ça sera compliqué peut-être pour lui d'avoir une communication avec ses enfants ou autre, quoi. Peut-être que c'est son traumatisme numéro 1, c'est l'impossibilité de communiquer vraiment, du moins sur la durée, de façon, on va dire, stable avec ses proches. Sa mère, alors je sais pas, je pense qu'avec sa mère, ça va mieux aujourd'hui. Il l'avait expliqué, le fait de faire des films a aidé là-dessus. Mais est-ce qu'ici, ça serait intéressant de l'avoir en face, là, lui demander, est-ce que vous imaginez fonder une famille et avoir donc une vie de famille avec des enfants plus tard et tout? Quelle serait sa réponse? Ce serait intéressant de savoir ça, en fait. Mais est-ce que ces films, ces films, est-ce que c'est des films qui viennent d'une génération, qui proviennent d'une certaine génération, d'une certaine période, ou est-ce que ces films, dans la globalité, continueront encore de communiquer avec les publics qui vont arriver là progressivement tous les 10 ans, un nouveau public qui arrive. Parce que quand des films qui questionnent les relations familiales, la communicabilité, tout cela, parfois peuvent très vite mal vieillir parce que la mise en scène ne suit pas. Est-ce que tu penses que toi, les films de Dolan peuvent supporter le temps? Oui, parce qu'il a il est même presque parfois en avance un peu sur son temps sur certains points. C'est que on vit dans une société, j'ai l'impression d'être dans le Joker là. On est dans une société où, à mon avis, la communication ne va pas aller en s'arrangeant sur le plan familial entre les enfants et les adultes. Quoique, peut-être que les enfants d'aujourd'hui feront des meilleurs parents en gérant mieux les réseaux sociaux et tout. Mais quand on voit ce qui se passe là, tu vois aujourd'hui beaucoup d'enfants et tout, avec leur téléphone, etc. Je sais pas, mais dans certaines familles, la communication ne doit pas être hyper extraordinaire non plus. Donc je pense que ça peut parler à la jeune génération, ce genre de film. D'autant plus qu'il touche des thématiques qui portent sur l'attirance sexuelle, le genre, qui sont beaucoup plus tolérées, qui sont maintenant, voilà, qui font partie de la vie quotidienne. Bon, il y a encore des problèmes, certains qui sont voilà, un petit peu réticents là-dessus, mais qui sont de plus en plus, on va dire, comment on appelle ça, assumés, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, un film comme Laurence Anyways, qui était très en avance sur son temps quand même, parce que des films qui parlent de la transidentité, il n'y en avait pas beaucoup, de cette façon-là en plus. Je pense que ce film-là, dans 10, 20, 30 ans, parlera à énormément de gens, par exemple. Donc je pense qu'au contraire même, ces films-là, la plupart de ces films en tout cas, parleront aux générations futures, même s'il est très difficile d'imaginer ce que sera, comment les générations futures aborderont le cinéma, etc. Mais je pense que ces films traverseront le temps. Mommy traversera le temps. Il y a ce côté-là va traverser le temps. C'est pas parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, qu'il n'est pas tout le temps sur son ordinateur et tout, que ça va pas parler aux gens, je pense. Laurence Anyways traversera le temps. J'ai tué ma mère, peut-être un peu moins, mais c'est plus sur le style de l'époque. Mais je pense que ces films traverseront le temps. Même Ma vie avec John F. Donovan, il est très actuel, il est très... la relation avec la célébrité des fans, comme ça, c'est de plus en plus avec les réseaux sociaux. Ça traversera le temps. Mathias et Maxime peut traverser le temps aussi. Voilà, on peut imaginer. C'est marrant parce que quand tu parles de John F. Donovan et que tu parles ensuite de son dernier film en date qui date de 2019, Mathias et Maxime, ce sont deux cinémas totalement différents, même si c'est réalisé par Dolan. Il y a Mathias et Maxime, je parle du dernier, qui est vraiment une espèce de retour à ce qu'il sait faire de mieux, à sa manière de questionner quelque chose, un thème, mais comment dire, sans être extrêmement précieux, filmer cela de manière réelle, sans fioriture, en plan rapproché, des gros plans, ou alors des
plan large, essayant de raconter une histoire extrêmement simple, toujours avec cette idée de l'incommunicabilité. Là, pour le coup, elle est forte. Et avec quelque chose à la fin qui montre que peut-être il peut se passer quelque chose. Enfin, c'est très, très. Puis tu as des moments, il a une manière comme ça de raconter une histoire en essayant de. C'est l'histoire de deux gars, deux potes d'enfance qui se connaissent depuis l'enfance et qui. On comprend progressivement qu'il y en a un des deux qui est plus amoureux que l'autre, et puis il se passe des choses, et puis ça parle aussi de la vie entre potes, ça parle de la société d'aujourd'hui. C'est un film vraiment très simple et très lumineux aussi dans la clarté du verbe. C'est un film qui est complètement différent de Ma vie avec John F. Donovan, qui regorge de stars, qui a été fait aussi, non pas dans une entreprise Hollywood, enfin dans une configuration de production qui est différente de celle qu'il a vécue dans ses précédents films. Là, c'est fait aux États-Unis avec des acteurs américains, la production est différente, le système est différent, tout est différent, et comme tu le disais si bien, il y a eu quand même quelques complications. Là, comment, selon toi, là on a un exemple frappant d'un cinéma très cadenassé, très formaté, et est-ce que lui, il y arrive plus ou moins, est un cinéma qu'il a l'habitude de faire, qui est plus libre, plus aéré, et qui il peut se permettre des expérimentations ou de raconter des choses. C'est intéressant parce que, contrairement à une certaine majorité, alors, de ce que j'ai lu, mais bon, c'est pas non plus une majorité écrasante et tout, j'ai préféré Ma vie avec John F. Donovan à Mathias et Maxime. Parce que dans Ma vie avec John F. Donovan, j'ai vu clairement, il y a une mise en abîme avec ce qu'il a vécu qui rend ce film assez fort. Moi, j'aime beaucoup ces films qui ont une histoire au-delà de leur tournage. Enfin, il y a le film, mais leur histoire de création, ce film-là, même ici, c'est après la création, ce film-là est assez fou, quoi. Un petit peu comme Les Amants du Pont-Neuf, quoi. Quand tu sais ce qui s'est passé à côté, que tu vois le film, tu te dis, waouh. Et bien là, ce film, il l'a fait. Donc, au début, à mon avis, ça devait bien se passer et tout. Puis il a très vite vu que c'était trop grand pour lui, peut-être encore. Ou alors que le monde hollywoodien n'allait pas lui aller pour l'instant. Peut-être que ça changera plus tard. Et on se retrouve ici avec un film qui a eu des problèmes de production et qui raconte quand même l'histoire d'une célébrité qui va être victime de préjugés, qui va être jugé justement parce qu'il a une simplicité incroyable, cette star, communique par lettres avec un jeune fan. Et évidemment, les gens vont après l'accuser de « Ah, oh là là, tu t'intéresses aux jeunes enfants et tout », et va être jugé pour juste une relation simple. C'est quelqu'un de star qui est connu partout, etc., qui n'arrive pas, qui ne peut pas, qui est condamné à ne pas pouvoir vivre une vie simple. Xavier Dolan, avec ce film, lui qui aime bien la simplicité, même s'il y a beaucoup d'émotions, etc., il aime bien raconter enfin, pas de la simplicité, mais dans le sens, voilà, des émotions qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Il a été confronté ici, il a été jugé avec ce film en disant « Ah ouais, mais Hollywood et tout ». Et il a vécu presque, alors pas de la même façon, mais ce qu'a vécu son héros, joué par Kit Harington, qui en plus est un acteur bankable, Game of Thrones. Ce film a une histoire quand même quand on y pense. Il l'a vécu, et ce film pour moi est extraordinaire rien que pour ça. Après oui, il y a des défauts, mais on le voit par rapport au montage, on sent qu'il y aurait eu une demi-heure, une heure de plus. Clairement, on le voit, il y a des moments. Qu'il a eu du mal à faire des choix, qu'il a dû faire des choix, mais du coup, il y a certains moments où on se dit « Ah tiens !» Mais bon, ce film là-dessus, c'est un film un peu malade, mais brillant par du coup son contexte. Alors que Mathias et Maxime, il a eu besoin de le faire, je pense. Une fois là, il devait être en post-prod du film de Ma vie avec John F. Donovan, et je crois que c'est vraiment ce qu'il a voulu. Il s'est dit bon là, il faut que je me refasse un film qui est avec moi déjà en me mettant acteur et qui va revenir à une simplicité de mon cinéma. Et je pense qu'il a eu besoin de faire ce film-là. Donc oui, ils sont totalement différents. Après, Mathias et Maxime est un vrai bon film aussi, qui parle des occasions manquées, comme si d'ailleurs Ma vie avec John F. Donovan a été une occasion manquée entre Xavier Dolan et Hollywood. Peut-être qu'il y a aussi une lecture là-dessus. Et Mathias et Maxime, t'as un côté, c'est un film suspendu, on sait, je veux, ouais, oui, je t'aime moi non plus, oui, je veux pas, etc. T'as l'impression qu'il joue là-dessus, presque en écho avec Ma vie avec John F. Donovan, ou peut-être que lui-même, il a voulu faire ça, puis finalement, une fois qu'il était embarqué dedans, ben non, là, ça va pas le faire, bon, on va au bout, mais ça va être compliqué. Mathias et Maxime, c'est ça, en fait.
Et Mathias et Maxime, on revient à c'est du pur Dolan avec des superbes plans. Il y a cette scène où enfin Mathias et Maxime assument de façon éphémère. Là aussi, on est dans l'éphémère. Ouais. Ils assument quelque chose. C'est magnifique. C'est l'une des plus belles scènes du cinéma de Dolan, avec le plastique qui remplace la fenêtre. Il y a l'orage qui éclate dehors, c'est leurs potes qui vont danser et tout à côté. C'est l'explosion ultime, mais ça ne peut pas durer. Et c'est vrai que là, voilà. Mais je pense que c'est deux films qu'on peut opposer, mais en fait, Mathias et Maxime, on peut avoir une lecture aussi sur ce qu'il a vécu avant. Je pense que sans Ma vie avec John F. Donovan, il n'y aurait pas eu de Mathias et Maxime, de toute façon. Je pense. Ou alors plus tard. Et pas de la même manière. C'est marrant parce que ça fait rappeler quand Coppola, quand Wim Wenders avait fait son film produit par Coppola, Hamet, il reprenait donc le personnage, enfin le fameux écrivain de polar, et ça n'avait pas très bien se passer. Ça s'était pas très bien passé parce que des problèmes de tournage, de configuration, de production. Wenders n'était pas habitué à cette manière de filmer. En plus, Coppola, enfin, c'est autre chose, quoi. C'est d'autres manières de faire du cinéma, les États-Unis et l'Allemagne. Et il a dû faire un autre film entre-temps pour pouvoir respirer un peu. C'est l'état des choses qu'il a fait donc au Portugal, je crois, avec une équipe de tournage qui était déjà là-bas. Je crois que c'était celle de Raoul Ruiz, je ne sais plus, il faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est un film qui l'a beaucoup aidé à respirer et à faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Donc c'était très différent de voir un film Hamet qui était extrêmement formaté et le film de l'état des choses qu'il a fait vraiment comme une espèce de route de soupape, quoi, quelque chose où il pouvait respirer. Donc, je voulais te montrer cette image de Mathias et Maxime qui est pratiquement à la fin, que je trouve très belle. Ah oui. Ouais. En fait, c'est là, c'est l'origine. Hein. C'est l'origine de leur amitié, mais quand on est enfant, parce que voilà, vu le dessin, il devait avoir quoi, 4-5 ans. Voilà. Quand on est enfant, l'amitié fusionnelle, l'amour, on se pose pas la question. On joue ensemble et tout. Et c'est en voyant ce dessin-là je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est Dolan qui voit ce dessin, qui comprend que son pote depuis toujours rêvait enfin quand ils étaient gosses, il rêvait de le voir dans la même maison que lui, quoi. Qu'on ait la même maison ensemble. La ferme des M, Mathias et Maxime. La ferme des M, c'est ça. La ferme des M. C'est touchant parce que finalement leur relation elle date de leur enfance, ils se sont jamais vraiment posé la question, ils ont grandi et alors c'est là aussi il y a cette sous-lecture qu'on peut imaginer, c'est que forcément en devenant adolescent, voilà, l'un ou l'autre se sont refusés, attention, d'imaginer que ça pourrait être autre chose que de l'amitié parce qu'il y a le regard des autres de la société et là une fois adultes, ils arrivent à un point où après maturité, comme Dolan, une certaine maturité cinématographique, il est temps de dire les choses et de jouer carte sur table et en fait non, c'est dur parce qu'il y a toujours l'entourage autour, etc. On le voit dans le film, les potes, les tantes ou je sais pas quoi, là, un petit peu frivoles aussi avec leur thé. C'est marrant parce que toujours la génération d'au-dessus dans les films de Dolan est toujours un peu excentrique. Tu as ce côté-là où c'est difficile du coup de communiquer parce que elles prennent pas forcément les jeunes au sérieux, elles sont un peu dans leur monde, etc. Et ils ont du mal et finalement ils y arrivent sans un moment de folie, puis après. Il y a non, on n'assume pas, et puis il y a cette fin qui est ouverte, où finalement, la fin, elle est belle, la fin. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais on voit avec cette dernière scène que, alors que c'est le personnage de Monsieur Almeida, j'ai plus son nom en tête, là, celui qui jouait donc avec Xavier Dolan, qui jouait Maxime, du coup, Mathias, Mathias, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Je crois que c'est Mathias, j'ai un doute aussi. Voilà. Il est passé par Xavier Dolan, qui arrive hop, à l'aéroport et qui assume. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer et tout. Au moins, voilà, ils assument. Et ouais, on sera amis de toute façon. Amis pour la vie, c'est un peu le but. Même si une histoire d'amour entre nous n'est pas possible pour des raisons, au moins pourquoi se faire la gueule parce qu'ils ont commencé cette amitié à cet âge-là. Et peut-être on peut imaginer une suite, Mathias et Maxime 2 dans 10 ans ou non, c'est une mauvaise idée. Je vois mal Dolan faire des suites. Oui, ça, c'est pas quelque chose. Entre ces films, il y a presque des fausses suites, thématiques en tout cas. Mais ouais, je pense que c'est un film qui parle de la société aussi. Deux enfants qui sont très très proches, en grandissant, ils vont, par rapport à une forme de pression sociale, pas forcément assumer autre chose qu'une amitié. Alors des fois c'est juste une amitié, des fois non, mais c'est ça aussi qui est fort dans ce film.
Et peut-être que le message en fait de Dolan, c'est assumer le fait que vous vous aimiez. Après, tout l'amour a plusieurs formes. Ne vous prenez pas la tête, la vie est trop courte. Assumez, quoi. En tout cas, nous, on a essayé d'assumer le fait que de vouloir parler un peu de son cinéma, de Xavier Dolan. On l'a fait à notre manière. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la pire non plus. Et voilà, et c'était ça qui nous intéressait. Moi, ce que je te propose, c'est que, eh bien, on se retrouve toi et moi à discuter du prochain film de Dolan ou de la prochaine série plutôt, parce que ce sera plutôt une série. Et peut-être même on conviera une troisième personne, on ne sait pas, on verra comme ça. Mais en tout cas, on va dire que la conversation n'est pas close. Et je suis vraiment très content que tu aies accepté cette invitation. C'était un plaisir de parler, de partager avec toi ça, ces films-là, ces thématiques, ces questionnements aussi. Et donc, on se retrouvera pour le prochain. Et si Dolan continue de faire des films comme il a fait depuis 10 ans, on va se voir très souvent. Coucou Samir, c'est vraiment un plaisir. Et j'espère, petit coucou à celles et ceux qui auront regardé cette émission du coup. Voilà, et puis n'hésitez pas à bien évidemment balancer vos points de vue, critiques, suggestions. Nous sommes là, on répondra. Il n'y a aucun souci à cela, c'est très important. S'il y a des choses sur lesquelles nous avons un peu faussé ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou peut-être vous êtes d'accord, allez-y. Commentez, partagez et on répond, il n'y a aucun souci. Et en tout cas, voilà. Merci beaucoup Jules Melon. Bien évidemment, hein, je vous ordonne d'aller vous abonner à la chaîne de Jules Melon qui est passionnante. Sinon, il ne serait pas là, bien évidemment. Et si vous avez le temps, abonnez-vous à ma chaîne. Mais Jules Melon, c'est primordial. Et bien évidemment. Et voilà, c'est le cinéma. C'est plus important. Donc, vous retrouverez. Jules Melon, c'est combien de vidéos par semaine? C'est 1-2 vidéos? Comment ça se passe? Rappelle-moi. Disons que je pars sur une base d'une impro ciné-critique par jour. Après, ça peut changer. Là, j'arrive sur un mois de juin avec le bac à surveiller dans tous les sens. Donc, oh là là. Donc, il se pourrait qu'il y ait moins de vidéos à un moment, mais bon, sur le papier, une vidéo par jour de critique. Là, il va y avoir la réouverture des cinémas, donc on va enfin pouvoir reparler de films récents comme ça. Puis parfois des podcasts en duo avec des gens bien sympathiques aussi sur des nouveautés, sur des séries aussi des fois, mais voilà. Et puis il y a aussi des lives où on te voit apparaître comme ça, camarade cinéphile, et tu continues, et puis voilà, et c'est très bien. Donc je vous aurai bien évidemment le lien qui vous renverra à la chaîne de Jules Melon. Allez-y, et comme ça vous verrez un petit peu comment on peut questionner aussi le cinéma sur le YouTube Game. Et c'est pas et c'est très intéressant. J'allais dire, c'est pas inintéressant. Voilà. Merci beaucoup Jules Melon. En tout cas, on se retrouve très très vite. Et puis bravo à tous ça et tous ceux qui nous ont suivis pendant 1h32. C'était fort agréable. Bonne journée à toi. Générique. Salut. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.